Il y a quelque chose qui me disait, je pense que tu serais capable de prouver que tu es capable de faire un projet, mais qui est ton projet. J'ai connu mon associé, puis en 2013, on a commencé à parler d'un projet de serre. On a vraiment foncé à vitesse grand V dans ce projet-là, sans avoir évidemment un background. Tu as fondé l'entreprise avec une autre personne, donc tu avais un C'est ça. partenaire. Est-ce que lui avait de l'expérience dans le milieu agricole? Pas du tout, pas du tout. C'était deux entrepreneurs on de était deux vraiment industries. issus de deux industries complètement. Il y a un marché, il y a une opportunité. C'est ça. On a fait ça un an de temps, puis à un moment donné, on était obligé d'aller chercher des travailleurs des agences de Montréal qui venaient, parce que là, on ne suffisait plus, puis il y a des journées où on devait avoir 100 travailleurs qui rentraient le matin, puis il y en avait juste 50 qui se présentaient. C'est difficile. As-tu eu beaucoup d'encouragement au début? On était comme sous la loupe, puis le monde nous observait parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas en notre projet. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du côté sombre des affaires. Je suis content de vous voir aujourd'hui parce qu'on accueille une entrepreneure exceptionnelle. Je m'attends à une belle discussion vraiment enrichissante. Une bâtisseur qui a bâti plusieurs entreprises, qui a repris premièrement l'entreprise familiale que son père avait bâtie à 5 magasins Rona à travers la province. Et a par la suite lancé un projet complètement fou que tout le monde a sans doute consommé un moment ou un autre si vous êtes dans le marché québécois. Elle est aussi cofondatrice des Serres Tundra. Les Serres Tundra, c'est une entreprise québécoise qui produit des cocons. Ils sont partout au Québec, dans les épiceries, dans les Costco de ce monde. En fait, ils détiennent 85% du marché des cocons vendus au Québec. C'est énorme. C'est parti d'une idée de folle il y a un peu moins de 10 ans. Qui a amené un paquet d'embûches et qui aujourd'hui connaît un succès monstre. Toute d'une leader et une femme incroyable, Caroline. Caroline Fradet, bienvenue. Merci, Olivier. Bienvenue avec moi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien oui, bien oui. Alors, écoute, peut-être un petit peu mon parcours. Moi, je viens d'une famille entrepreneuriale. Mon père avait des moulins à scie. Il les a vendus en 1975. Il a décidé, de faire des centres de rénovation. À cette époque, il a fait des 25 000 pieds carrés. C'était quand même des grandes surfaces à l'époque pour des villes de 8 000 habitants. Ben oui. Il a commencé par implanter 2 magasins. Et moi, au Saguenay, hein? Au Lac-Saint-Jean, plus précisément. Ouais. À Saint-Félicien et à Robertval. Et moi, ce que j'ai fait après mes études, j'ai étudié au HEC et en 89, je suis revenue dans la région pour, élever ma famille et tout ça. J'aimais beaucoup la ville, mais en même temps, j'allais mettre un enfant au monde, alors on a décidé d'aller élever la famille en région, qui est quand même la région où j'ai été élevée. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec mon père. Je travaillais les étés précédemment, là, à partir de 14 ans, les étés, je travaillais parce que chez nous, c'était... Oui, ça faisait un petit peu partie de la culture, dire on n'avait pas nécessairement, on ne nous obligeait pas à travailler, mais tu sais, on a toujours vu notre père travailler fort et tout ça, fait que c'était comme ça faisait partie de notre ADN. Alors, je suis revenue en région, puis là, je me suis impliquée dans les magasins. Au début, j'ai fait différentes tâches là, pour m'habituer à voir un petit peu comment l'organisation fonctionnait, puis à voir également aussi, moi, qu'est-ce que je pouvais apporter à l'organisation en tant que femme aussi, parce que c'est un domaine où il y a beaucoup d'hommes. Ben oui. Fait que je suis arrivée dans un domaine très, très masculin. C'était en quelle année, ça? Bien, ça, c'était en 1989. OK. Alors, pour moi, écoute, ça a été normal parce que je suis arrivée là, puis c'était comme ça, c'était l'industrie de la quincaillerie. Même encore aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes, mais ça reste quand même un domaine beaucoup plus homme parce que, c'est la construction, beaucoup et tout ça. Puis moi, je l'ai adapté un petit peu à ma main au fil des années, voir comment ça se passe, mettre ma petite touch un peu féminine, développer des boutiques de sport dans mes magasins, tout ça pour attirer. Dans le fond, on avait déjà des clients qui venaient dans nos magasins, fait que je me disais, pourquoi pas leur offrir un service additionnel. Alors, j'ai fait ça, pendant plusieurs années, en épaulant aussi mon père au day-to-day dans différents projets qu'on avait, résidence personnes âgées, différentes entreprises, finalement. Ton père était un homme d'affaires quand même très connu, je pense. Oui, c'est ça. Il a fondé aussi une compagnie de grossistes de bois qui s'appelle Boscus à l'époque. Ouais. Puis il s'est retiré il y a quand même plusieurs années parce que, il y avait une convention et tout ça. Mais à ce moment-là, moi, j'ai continué à épauler mon père. Puis j'étais vraiment son bras droit, en fait, parce que on est 4 dans la famille, mais je suis la seule qui est revenue en région. Alors, j'ai continué dans ce domaine-là, puis j'ai été habituée d'être la relève, en fait, de la famille. Mais
moi, j'avais toujours mon petit hamster, il bougeait toujours dans ma tête, puis il réfléchissait toujours, puis il disait, tu sais, quand tu es élevé en région, que tu es une relève, que ton père est un bâtisseur avant toi, ben, tu sais, on a une chance de prendre quelque chose qui existe, mais aussi Puis il en faut... plus que tu es une femme, C'est ça. ça rajoute un autre... C'est ça. Mais il faut l'amener à bon port, finalement. Ben oui. Ce que je pense que j'ai réussi de faire, à l'élever à un niveau plus élevé, puis à quand même Tu l'as amené pas mal plus haut qu'elle était grossir quand tu beaucoup le chiffre d'affaires. Par contre, il y a quelque chose qui me disait, je pense que tu serais capable de prouver que tu es capable de faire un projet, mais qui est ton projet. Puis, tu sais, j'ai rien poussé, j'ai rien fait de spécial, mais à un moment donné, il est arrivé un épisode dans ma vie en 2013. J'ai connu mon associé, puis en 2013, on a commencé à parler d'un projet de serre. Parce que le maire de la ville de Saint-Félicien, à l'époque, avait un projet de développer des blocs de serre parce qu'on avait une cogénération. Puis lui, il voulait optimiser cette chaleur-là qui sortait de la cogénération. OK. Fait qu'il avait rencontré différents producteurs du Québec qui sont encore en opération aujourd'hui. Mais quand on s'est assis avec M. le maire puis qu'on a regardé le document, on a réalisé que c'était peut-être pas les projets du futur qui allaient nous amener à un autre niveau, au niveau agricole, au niveau des serres. Parce que le modèle change au fil des ans. Puis nous, on a misé sur un modèle d'être là 12 mois à l'année, mais avec des plus grandes surfaces. Fait que c'est pour ça qu'on a discuté avec lui. On a dit, je pense que votre projet, ça ne cadre pas tout à fait. Puis on avait fait des recherches. On est allé... Vous avez une plus grande vision Oui, que les on élus est allé municipaux à ce consulter certaines personnes pour réaliser vraiment que les serres, il fallait qu'il y ait un minimum de 8 à 10 hectares d'un même légume pour être capable de combler à la demande et de satisfaire aussi les chaînes, parce que la logistique de tout ça, qu'est-ce qui est compliqué, puis qu'est-ce qui est encore très, très complexe au Québec, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de complexes de serres comme nous autres. On est probablement la serre qui est spécialisée dans un légume, mais ça nous a aidé à rentrer dans tout le marché des épiceries comme les Métros, les Sobeys, les Loblaws, les Costco au Québec. À cause du volume. Oui, et on offrait aussi un produit 12 mois à l'année avec aussi une qualité qui était, je pense, qui est de beaucoup supérieure à ce qu'il y avait dans le marché parce que notre produit part de chez nous. On le cueille le matin, le lendemain, le camion part, il est rendu à Montréal. Alors, la fraîcheur aussi de notre produit. Puis aussi, on est allé chercher, en fait, une technologie européenne en Hollande, où est-ce qu'il y a le plus de serres, dans le fond, au monde. Puis c'est de là qu'on est allé chercher notre expertise. Fait qu'on est parti un mois et demi en 2014. On est allé voir qu'est-ce qui se passait. Ils nous ont fait visiter. Suite à ça, on est retourné, on a suivi des formations. Puis là, on a vraiment monté notre case. Puis là, on a commencé à solliciter des clients parce que, bon, pour être financé, ça prend quand même un bon client. Des parce que les institutions financières, ils veulent avoir quelque chose de solide, puis c'est normal. Fait qu'on a fait notre choix, on a fait le tour, puis on s'est associé à Sobeys rapidement, après une ou deux rencontres. Est-ce qu'ils vous ont signé une exclusivité à l'époque, à ce moment-là? Nous, on leur a signé une exclusivité parce qu'on avait juste une serre de 8,5 hectares. Fait qu'on a négocié une exclusivité, puis c'est comme ça que notre parcours a commencé. Par contre, on parle toujours des embûches qu'on peut avoir dans une business. Alors, cette business-là, c'était très innovateur, puis on a vraiment foncé à vitesse grand V dans ce projet-là, sans avoir évidemment un background, mais sans non plus réaliser peut-être toutes les embûches qu'on aurait. Mais quand on est un entrepreneur, c'est difficile de connaître les embûches au point A, dire ben, c'est quoi qu'on va vivre exactement. Alors, excuse-moi, mais est-ce que je me trompe, tu as fondé l'entreprise avec une autre personne ou tu avais un partenaire? Est-ce que lui avait de l'expérience dans le milieu agricole? Pas du tout. C'était deux entrepreneurs de deux industries. On était vraiment issus de deux industries complètement. Il y a un marché, il y a une opportunité. C'est ça. On se lance là-dedans. En regardant toutes les données, les chiffres, tout ça de consommation, puis il n'y avait pas de producteurs de concombres au Québec. Fait qu'au lieu d'aller dans la tomate, puis ce que les autres faisaient beaucoup au Québec, bien, on nous dit on va se différencier là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'aller vers le concombre. Parce que des fois, tu sais, les entrepreneurs, des fois où il y a des projets, dire ah, ça va bien, les gens font de la tomate, c'est bon, je vais aller dans la tomate. Bien, nous autres, on préférait développer notre créneau. Alors, vous êtes pratiquement les seuls producteurs québécois dans... Bien, en serre, pas mal. Il y en a peut-être des quelques-uns, mais qui ne sont pas capables d'être là 12 mois. La plupart des produits viennent des États-Unis, du Mexique, viennent, en fait, beaucoup du Mexique et de l'Ontario. OK.
marqué parce que l'Ontario, c'est vraiment aussi une province où il y a beaucoup, beaucoup de culture, puis sont proches des États-Unis, fait que leur gros marché, c'est l'US, mais ils comblaient quand même le Canada, le Québec. Alors, on a eu beaucoup d'embûches, par contre, dans ce projet-là, parce que les gens n'y croyaient pas, on ne venait pas du domaine. Puis, on a eu beaucoup de réticences. Les gens disaient « Ah, ça n'a pas de bon sens, ils ne viennent pas de ce domaine-là. » Mais nous, au lieu de prendre le modèle traditionnel des gens qui avaient parti des serres, bien, on a misé beaucoup sur la bonne technologie. On s'est associé, disons, pas associé, il n'était pas dans l'entreprise, mais on est allé chercher vraiment la meilleure expertise au monde avec des consultants qui étaient forts, avec des constructeurs de serres qui sont les renommés. On est allé chercher la crème pour essayer de faire un produit, dans le fond, de haute qualité, même si un concombre, c'est une commodité. Nous, on misait beaucoup sur la qualité de notre produit. C'est ça qui nous a aidés à arriver où on est aujourd'hui, parce que sans qualité, même si on avait un contrat avec une chaîne pour partir, ils nous auraient dit, bien, écoute, vous n'êtes pas dans les standards, votre concombre est comme so-so, on n'est pas satisfait. Fait qu'on a vraiment misé là-dessus. Par contre, dans notre parcours, on avait décidé d'engager des gens locaux. C'était un engagement qu'on avait parce qu'on se disait, ça va amener de l'argent à l'économie, on va engager des gens locaux pour cultiver les concombres, pour les ramasser, tout ça. Puis comparativement à Hollande, on avait des gros défis parce qu'eux, en Hollande, ils ont tellement de serres qu'ils ont des spécialistes pour réparer les machines, les serres et tout ça. Ils ont des agences qui recrutent le personnel. Fait qu'à 24 heures d'avis, tu es capable de dire, bon, demain matin, moi, je veux 20 travailleurs pour ramasser mes concombres. Mais nous, on n'avait pas cette opportunité-là parce que notre industrie des serres au Québec était pratiquement existante. Fait qu'il a fallu... Puis vous étiez en région aussi, oui, c'est ça. Bien, c'est ça. Puis il a fallu se créer un modèle puis voir comment on allait travailler avec toutes c'était pas des embûches comme telles en partant, mais on n'avait pas les services que les Hollandais avaient. Fait que pour eux, ils ne pouvaient pas nous dire, bien, vous allez fonctionner de cette façon-là, c'est comme ça qu'on fonctionne, parce que leur modèle... Ils ne s'incrustaient pas dans notre modèle parce qu'on n'avait pas la main-d'œuvre. Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui ne se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner des explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. Fait qu'on a engagé des gens locaux. Au début, on avait beaucoup de monde qui appliquait et tout ça, mais on s'est vite aperçu rapidement que les gens au Québec sont pas habitués probablement à travailler en serre. Je pense que les gens pensaient que c'était un travail qui était comme, tu sais, qui était facile. C'est pas que c'est difficile, mais ça prend de la discipline, puis ça prend aussi une certaine rapidité. On a des critères aussi à remplir. Tu sais, je veux dire, les concombres, il faut qu'ils soient ramassés à tous les jours. Depuis qu'on est en opération, depuis 8 ans, jour 1 où on a commencé à ramasser les concombres, on n'a jamais arrêté une journée de les ramasser. À tous les jours, il y a une cueillette de concombres. Oui, parce qu'un concombre, ça pousse très rapidement. C'est vrai, hein? C'est très rapide. Alors, à partir de la fleur, c'est très, très rapide. C'est combien de temps en serre, hein, par curiosité? Bien, en serre, les concombres anglais, à partir de la fleur, c'est à peu près 10 jours. Puis les mini-concombres, c'est 36 heures. Alors même les mini-concombres, on doit les ramasser 2 fois par jour parce que sinon, si tu fais une cueillette le matin et tu attends le lendemain matin, bien, il y en a qui vont être trop longs parce qu'ils poussent tellement rapidement. Alors, ça a fait qu'on a manqué de main-d'œuvre. Les gens ne se présentaient plus au travail. On n'avait pas la performance qu'on avait besoin. On les formait, mais le thinking, la rapidité, ce n'est pas des gens qui sont habitués de travailler dans le fond, dans l'industrie agroalimentaire, dans le fond, dans les fruits et légumes. Fait qu'on a fait ça 1 an de temps, puis à un moment donné, on était obligé d'aller chercher des travailleurs, des agences de Montréal qui venaient, parce que là, on ne suffisait plus, puis il y a des journées où on devait avoir 100 travailleurs qui rentraient le matin, puis il y en avait juste 50 qui se présentaient.
Alors là, le concombre, à un moment donné, on a perdu un peu le contrôle parce que là, on avait des mini-concombres qui étaient rendus comme gros comme ça, gros comme ça. Les feuilles, on ne voyait plus dans le fond des Quel danger rangées. de ça, c'est que ton produit devient moins bonne qualité. Bien, c'est ça. Et là, ça peut arriver avec Alors des là, plaintes, il a fallu... puis des problèmes avec les clients. C'est ça. Alors là, il a fallu faire affaire avec des firmes au Québec qui recrutent du personnel. Puis là, on a choisi, dans le fond, d'aller avec les travailleurs du Guatemala. Mais tout ça a fait que tout ce temps-là, le temps qu'on mette tout ça en place, puis là, il fallait plusieurs mois, là. C'est ça, il fallait les loger et tout ça. Fait que, à un moment donné, là, au niveau de la première année, on était très essoufflés. Fait que la seconde année, là, c'est là qu'on a rentré des travailleurs étrangers. Puis si on n'avait pas fait ça, c'est sûr que les serres, ils n'auraient pas pu perdurer. Ça aurait été impossible parce qu'on n'avait pas la main-d'œuvre nécessaire. Tu sais, au début, on n'avait pas besoin d'autant de travailleurs qu'on a actuellement parce que là, maintenant, on a triplé notre superficie de notre première phase parce qu'on a fait déjà, on est rendu à 3 phases de 8,5 hectares plus une pouponnière de 2 hectares. Ça fait combien de pieds carrés, tout ça? Ben écoute, on a autour, là, je te dirais, autour de 2 800 000 pieds carrés, là, sous verre. Puis pourquoi on a fait notre pouponnière, encore là, on l'a fait la deuxième année, ou après 1 an et demi ou 2 ans, parce que ça nous assurait une meilleure qualité du produit parce que les premières années, on faisait faire nos plants en Ontario. Fait que souvent, c'était plus difficile. Il y avait une gestion à faire. Les plants arrivaient. Il y avait de la récupération à faire. Fait qu'en faisant notre propre pouponnière, qui est à peu près à 400-500 pieds de nos serres, bien, on isole nos plants, on s'assure, dans le fond, qu'il n'y ait pas de maladie. Puis c'est très, très contrôlé dans nos serres. Oui. Mais tu sais, on a eu toutes sortes d'embauches, comme l'immigration, les lois avec, pour faire venir des travailleurs étrangers, des embûches aussi au niveau des travailleurs qui venaient de la Hollande pour bâtir les serres. On a eu beaucoup d'embûches aussi avec tout ce qui était les syndicats ou tout, parce qu'eux autres, ils se disaient, écoutez, comment se fait que nous, on est capable de construire ça, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une serre au Québec, comme on a bâti, comme on a construit, il n'y en avait pas. Puis, c'est très spécifique. Alors, le producteur ou le constructeur qui nous bâtit la serre, c'est lui qui fabrique tous les poteaux, qui fait tout le design de tout ça. Puis, eux autres, bien, pour nous assurer, dans le fond, que leur produit va être bien installé, bien, c'est eux qui devaient venir l'installer. Fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup de challenges là, avec les gouvernements, avec les lois, avec l'environnement. On est parti de zéro. Parce le financement aussi a dû être quand même complexe. Le financement, c'est ça. C'était un produit qui était différent. C'est ça. Mais en ayant l'appui du premier ministre, bien, ça nous a aidé à ouvrir certaines portes que certains n'ont peut-être pas aimées parce que, bon, c'était peut-être pas dans la norme habituelle. Puis, tu sais, grâce à son instinct ou au fait qu'il croyait à notre projet, surtout que c'était dans une ville, tu sais, en région éloignée. Puis là, tout le monde disait, ouais, mais ça n'a pas de bon sens, il fait froid au Lac-Saint-Jean l'hiver et tout ça, mais on a quand même un bon climat pour les légumes parce que nous, l'été, les journées peuvent être chaudes, mais les nuits sont plus fraîches. Fait qu'un concombre, c'est un peu comme un être humain. Hein. Si la nuit, il a chaud puis il ne dort pas bien, bien, le lendemain, il va être moins performant. Bien, c'est la même chose pour un légume. Fait qu'on on apprend plein de choses comme ça. Puis, tu sais, étant donné que c'était quand même un projet très ambitieux au niveau de la superficie de la serre qu'on a faite, puis les gens disaient, bien, pourquoi eux, ils ont pensé puis ça ne s'est pas fait avant. Mais ça, c'est toujours, tu sais, on dit toujours en business, quand tu es entrepreneur, bien, pourquoi lui, il le fait puis il a réussi, puis pourquoi personne n'y a pensé avant, puis des gens beaucoup plus impliqués peut-être dans l'industrie séricole au Québec, tu sais. Fait que je pense que... une question de timing, oui, bien, je pense qu'il y a une question de timing, de vision, de tout ça mis ensemble, fait qu'on a comme... Je pense que les étoiles étaient alignées, OK? Puis quand on a parti ce projet-là, bien, c'était une forêt. Fait qu'on a acheté notre équipement, on a tout, tu sais, rasé tout ça, on a sorti le bois, on a, tu sais... Puis on a fait ça vraiment étape par étape en suivant les conseils de nos conseillers, tout ça. Puis je te dirais que, tu sais, les gens... je pense qu'ils ont vite compris qu'on avait fait tous les efforts, dans le fond, pour engager des gens locaux. Mais finalement, écoute, puis les gens nous l'avaient dit. Il y a beaucoup de jugements là-dessus sur les travailleurs étrangers. Puis je vais te questionner là-dessus parce que je suis sûr que tu as eu beaucoup de tu t'es fait sans doute challenger là-dessus. Aujourd'hui, vous employez combien de travailleurs étrangers? On est autour de 250 à 280. Là. 250 à 280 travailleurs étrangers. Est-ce que tu penses que tu aurais la même
business aujourd'hui si tu n'avais pas de travailleurs étrangers? Ah, ben je pense que si on n'avait pas les travailleurs étrangers, on ne se parlerait pas aujourd'hui, là. L'entreprise aurait fermé. Des serres, oui, parce que... Ouais. Mais c'est important de le dire parce qu'il y a tellement de pushing avec l'immigration, puis les gens voient que ça enlève des emplois, puis peut-être dans certains cas, mais dans la majorité des cas, c'est plus ça la situation, où c'est des postes qu'on n'est pas capable de combler. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je dirais, si tu vas en Hollande, les gens qui travaillent dans les serres, c'est des Polonais, c'est pas des Hollandais. Fait que, tu sais, ça permet d'enrichir aussi des pays où il y a des gens qui veulent travailler, puis viennent travailler chez nous, puis quand ils repartent dans leur pays, ils sont riches, là, ben oui. parce qu'ils gagnent quand même des très bons salaires. Puis ça fait... Il y en a qui crèvent de faim, là. Leur famille, ils crèvent de faim, puis ça fait qu'ils ont un niveau de vie décent. C'est des gens qui ont des enfants, des jeunes enfants. Tu sais, il y en a qui viennent, ils se sacrifient, ils ont des contrats d'1 an ou 2 ans, ils viennent travailler, ils ont des vacances, ils partent leurs vacances, ils reviennent, mais tu sais, il y en a qui sont là depuis le début, là, fait qu'ils ne doivent pas être si malheureux chez nous, puis nous, on doit les loger. Fait que nous, on a vraiment été avant-gardistes, on a acheté un beau presbytère, on les a logés là au début, puis après ça, bien, au fur et à mesure où on développait les serres, bien là, on a dit, on va faire des logements pour eux. Fait qu'on a bâti, Serres Toundra a bâti des blocs de 8 logements, on en a 3. Puis on les loge là-dedans, ils ont chacun leur chambre, ils sont 2 par chambre. Puis tu sais, entre-temps, il y a eu beaucoup de, je sais pas, il y a eu un peu des scandales là, au niveau des travailleurs étrangers, là, au niveau du Québec, déjà de producteurs qui étaient installés. Puis là, maintenant, ils ont resserré les normes, dire, bon, ben on les met plus dans des lits superposés, il faut qu'ils soient 2 par chambre. Fait que ça nous a demandé d'activer aussi, de bâtir, dans le fond. Oui, parce que là, on se ramassait qu'on ne pouvait plus mettre 4 dans une chambre, il fallait en mettre 2. Fait qu'on a bâti des 5,5 où il y avait 3 chambres, sont 2 par chambre, climatisées, chauffées. Tu sais, on les loge très bien parce que je pense qu'ils méritent ça. Parce que sinon, si on ne les a pas comme main-d'œuvre, ben on est foutus, tu sais. Puis les gens, par contre, ça c'est un conseil qu'on avait eu puis qu'on n'a pas suivi. Je pense que c'est un des conseils où les gens nous avaient bien alignés versus d'autres qui nous avaient dit « vous ne réussirez pas, tu sais, c'est difficile ». As-tu eu beaucoup d'encouragement au début ou pas pantoute? Bien, on avait des encouragements des gens qui sont positifs puis des gens qui savent c'est quoi des projets. Mais sinon, c'était comme, on était, tout le monde, on était comme sous la loupe, puis le monde nous observait, puis le sentiment qu'on avait de beaucoup de gens dans différents niveaux, au niveau du gouvernement, ou tout, on était vraiment sous la loupe parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas en notre projet. Attendez juste que vous plantiez. Je pense que oui. Je pense que, écoute, les gens, puis je ne sais pas pourquoi, c'est parce qu'on est en région que les gens sont comme... On a de la misère à cerner pourquoi, mais à un moment donné, il faut que tu te bouches les oreilles, puis tu te fermes les yeux, puis tu te dis, regarde, je peux pas regarder juste autour de moi puis entendre les mauvais commentaires. Fait qu'à un moment donné, tu sais, on avait fait un plan, on avait notre chemin, on savait où on voulait aller. Puis, de toute façon, comme entrepreneur, même avant de faire les serres, tu sais, quand tu es en affaires, bien, c'est plus facile de critiquer que de te féliciter. Oui. Mais on avait quand même beaucoup le support de des gens de la place, de la région, tout ça. Puis, tu sais, les travailleurs étrangers, là, ils achètent chez nous, ils font l'épicerie, ils s'habillent chez nous. Tu sais, puis c'est des gens qui sont quand même fiers, puis ils gagnent fort leur argent. Puis eux autres, l'idée, c'est d'envoyer l'argent à leur famille, puis d'aller aussi retourner éventuellement dans leur pays parce que là, je ne sais pas si tu m'aurais posé la question, mais ce n'est pas des gens qui veulent venir s'installer au Québec. Non, pas les gens du Guatemala. Il y a peut-être d'autres nationalités, mais ils sont tellement ancrés, puis sont tellement, tu sais, la religion, ils sont très religieux aussi. Fait que leur religion, tout ça, fait qu'eux autres, c'est la famille, puis ils font beaucoup de sacrifices, mais ils ont quand même des bonnes conditions de travail, puis eux sont habitués d'arriver au travail, de sourire, sont là tous les matins. Tu sais, fait que ça, c'est beaucoup de soucis de moins pour nous. Comme je te dis, il n'y a personne au Québec qui a des serres à gros volume d'envergure qui n'a pas des travailleurs étrangers. Parce que fait qu'on a eu toutes ces étapes-là, puis on a marché ça au fur et à mesure pour arriver à un moment donné à dire, ben écoute, je pense qu'au bout de 4-5 ans, on avait vraiment là, stabilisé tout ça. Puis là, ben, c'est des clients qui, au début, nous disaient, ouais, mais là, nous, tu sais, on a un volume, mais là, quand ils ont eu la confiance, puis ils voyaient la qualité, puis comment on livrait le produit, puis la relation avec les chaînes aussi était très importante au début. Fait que c'est pour ça que moi, dès le début, j'ai pris le volet des ventes pour m'assurer que l'enlignement qu'on avait était le bon enlignement. Là, aujourd'hui, je peux laisser parce que j'ai une fille
j'ai une de mes filles qui est au niveau des ventes, puis j'en ai une autre qui est au niveau du marketing, réseaux sociaux. Fait que ça, c'est quand même une fierté parce qu'ils demeurent tous les deux à Montréal. Fait que j'avais pas de relève non plus pour les magasins. Fait que ça, c'est le fun. Puis là, on s'amuse on travaille pour continuer de développer les phases, mais on a eu des périodes très difficiles comme on a eu le COVID, beaucoup de retard dans les livraisons. Fait que ça nous a fait qu'on a eu des serres vides pendant l'hiver qui a coûté extrêmement cher. Après ça, on a eu un feu il y a quelques années. Il y a un transfo qui a brûlé, puis ça nous a fait perdre la production. Fait qu'aujourd'hui, on voit que même si on a un programme de développer, tu sais, une serre ou 2 ans, bien, on a eu quand même des embûches il y a quelques années. Malgré que ça allait bien, bien ça a comme rajouté un petit peu, tu sais, un certain ralentissement, mais nos projets sont toujours de continuer puis de trouver une façon, justement, de développer notre industrie davantage. Puis, tu sais, on fait aussi beaucoup d'économie circulaire. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses négatives, difficiles, mais il y a eu beaucoup de positifs. Là, aujourd'hui, tu sais, on vient de lancer notre relish officiellement où on pousse beaucoup dans les chaînes et tout ça. On l'a produit depuis 5 ans, mais on n'avait pas le temps vraiment de mettre de l'emphase là-dessus. Fait que là, on travaille là-dessus. Puis c'est de l'économie circulaire parce qu'on prend nos concombres croches, on les transforme, on les cuit, puis on fait un produit quand même. Ils sont juste pas beaux visuellement, donc les épiciers ne les veulent pas, mais ils sont encore super. C'est ça. Puis c'est un produit beaucoup de supérieure qualité à ce qu'on voit que souvent que toute la relish vient de l'Inde, c'est des concombres de champ, beaucoup plus de pesticides, tandis que nous, c'est des concombres de serre. Fait que je pense que c'est la première relish qui est faite avec entièrement des concombres de serre, cueillis frais du jour. Fait qu'on développe. Pour le fun, es-tu rendu dans tous les métros, IGA, Sobeys? Oui, maintenant, on est chez Métro, IGA, IGA, c'est Sobeys. Là, on regarde pour travailler avec l'Oblat, on regarde pour, tu sais, vraiment être dans toutes les épiceries. C'est un produit, en fait, qui je pense que c'est pas un produit de consommation régulière, mais nous, on veut en faire un produit pas juste pour manger dans les hot dogs, les hamburgers, mais on fait des recettes. Tu peux en mettre dans des pâtes, tu peux en mettre dans des tartares. Fait on veut juste l'élever à un niveau. C'est un produit de beaucoup supérieure qualité, mais on veut garder quand même un prix quand même assez compétitif pour que les clients aient accès à ce produit-là. Puis, on est, comme je te dis, intégré de A à Z parce qu'on fait pousser le plant, puis on le transforme Puis là, on a d'autres projets, dans le fond, de faire d'autres choses avec nos concombres pour transférer d'autres produits. La mission d'Avego a toujours été d'inspirer et d'aider les entrepreneurs à créer des entreprises d'impact qui font une différence dans la société. Je me fais tout le temps dire, Olivier, j'aimerais ça faire partie de ta retraite. J'ai pas assez d'expérience. Je veux rencontrer d'autres entrepreneurs. Je veux faire partie d'Avego. C'est la raison pour laquelle on a créé le programme Accélérateur. Ce programme-là a été conçu pour aider l'entrepreneur qui désire se lancer en affaires, le jeune entrepreneur, mais qui touche aussi l'entrepreneur averti, aguerri. C'est quoi en fait? C'est des ressources pour t'aider dans plusieurs aspects de ta business, mais aussi d'un point de vue personnel. Donc, c'est un programme qui comprend plusieurs programmes de nos formations les plus utilisés. Donc, si tu es un ou une jeune entrepreneur, que tu es en croissance, Avego peut t'aider maintenant avec le programme Accélérateur. Alors, rends-toi sur avegoacademy.ca et rejoins le programme Accélérateur pour rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra te donner tous les détails et que tu puisses enfin faire partie de la grande famille d'Avego. Puis aussi, dans Tundra, on a développé une branche au niveau du bleuet frais. Parce qu'il y a 3-4 ans, il y a des jeunes qui avaient parti de cette business-là depuis 10 ans, ils nous ont approchés. Puis là, on a acheté, dans le fond, leur compagnie. Puis maintenant, on fait la mise en marché des bleuets frais du lac Saint-Jean, qui appelle les Wild Blueberry, dans les épiceries au Québec. Fait que ça, c'est un autre petit projet qui tourne autour de tout ça. Mais nous, ce qu'on se dit chez Tundra... Tu t'ennuies pas, hein? Non, on ne s'ennuie pas. Mais ça met un petit peu de variété, de dire je vends juste le légume, on le transforme. Fait qu'on a d'autres projets avec le bleuet de le transformer en d'autres choses et tout ça. Puis tout ça, ça nous permet de continuer de réinvestir, de trouver des nouvelles façons, dans le fond, d'optimiser notre produit. Puis au niveau des serres, on est très environnemental parce qu'on récupère 100% de l'eau que les plants ne prennent pas. Lorsqu'il y a de la pluie, de la neige et tout ça, on a des immenses bassins. Fait qu'on
on nourrit l'eau qui nourrit nos concombres. C'est vraiment juste de l'eau de Wow! pluie, de l'eau de neige. Même des fois, on est obligé de vider une partie de nos bassins parce qu'il y a des hivers où, bon, il va y avoir plus de neige, des printemps où il pleut plus. Fait que c'est très, très, très rare qu'on peut... On ne prend pas de l'eau de la ville, on ne prend pas de l'eau de la rivière. Fait que tout ça, c'est des facettes que quand on est... Tu sais, moi, avant de faire des concombres, des légumes, tu es en épicerie, tu peux pas t'imaginer tout le travail qu'il y a derrière ça. Tu sais, ça paraît simple, prendre un concombre puis le mettre dans ton panier. Mais je pense que de plus en plus, il faut trouver des façons justement de développer ce créneau-là. Par contre, ça demande un gros taux d'investissement. Puis ça demande aussi d'être très bien organisé, structuré, parce que ça va tellement vite. Puis c'est du vivant. Chaque journée, avec les chiffres que tu m'as dit, chaque journée de production qui ne marche pas ou qu'on arrête la production, c'est des... Ça a un impact considérable. Fait qu'il faut tout balancer ça. Puis c'est très, très... Il y a beaucoup de technologie là-dedans. Fait qu'il faut peser vraiment sur les bonnes choses pour s'assurer que tout est bien dosé. Mais je pense qu'on a une bonne recette. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de l'améliorer. Puis de voir, ça va être quoi le prochain légume qu'on va faire. On n'a pas encore décidé parce que, bon, il faut voir comment ça évolue dans le marché et tout ça. Ouais. Mais avec nos projets, justement, de développer des sous-produits et tout ça, bien, on regarde peut-être pour aller chercher peut-être des produits plus de niche, des produits qui ne se font pas nécessairement actuellement parce que on se dit, si on est capable de se différencier aussi dans d'autres phases, puis de ne pas faire ce que tout le monde fait, bien, on va peut-être aller à un nouveau step, puis y aller de façon graduelle, puis s'assurer que le travail qu'on a fait du passé va continuer de bien aller dans le futur, puis de ne pas dire, bien, écoute, on va faire ça parce qu'il y a une demande, mais si la demande fait que le prix qu'on te donne fait que tu n'as pas de rentabilité, bien, fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Puis, comme je te dis, on a plein de projets en tête, mais tu sais, c'est pas une machine, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais pour nous, la fierté, c'est d'avoir réussi à mettre un produit de qualité dans les assiettes de nos clients au day-to-day. Puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, à qui je parle à tous les jours, me disent « Ah, hier, j'ai pensé à toi. » Je dis « Ah, OK, je sais pourquoi tu as pensé à moi. » J'ai pris un concombre toundra et tout ça. Puis on a refait notre image de marque parce que quand on a parti tout ça, ça a été comme... On a fait une conférence de presse, on a choisi le nom à la rapide, vraiment rapidement. Puis là, on a fait faire un design vite. Puis là, on avait besoin de refaire un branding pour l'image de marque parce que c'est très important, je pense, le visuel. Puis très beau, hein? By the way, j'ai été voir ton site web récemment. Là. Le site est incroyable. Puis depuis qu'on a fait ça, bien, ça a vraiment lifté les ventes parce que là, notre produit, quand les gens arrivent en magasin, il est facile à... Puis c'est tellement important dans votre domaine. Il y a tellement de compétition quand tu arrives à l'épicerie. Puis le look est très important. On en parlait dans un autre épisode avec, je pense, avec David Côté. C'est ça. Puis d'ailleurs, Loop, on leur en vend de temps en temps des produits. Puis il y a beaucoup de produits quand même du Québec que c'est nos concombres qui sont à l'intérieur de leurs produits. On est avec Subway depuis le début. Depuis le début, on fournit les Subway du Québec. Puis là, on travaille aussi, on fournit une partie des Subway de l'Ontario parce que notre concombre, il est quand même... Comme je te disais, je ne sais pas, je te l'ai dit, il est quand même plus lourd que l'industrie, que la moyenne de l'industrie. Fait que, tu sais, quand tu en mets dans un sandwich, bien, si ton concombre est plus, le diamètre est plus gros, tout ça. Puis Subway, bien, ils font des tests de goût et tout. Puis on est avec eux depuis le début. Fait qu'on est content d'avoir des partenaires depuis le début. Nous, on aime beaucoup travailler dans le long terme avec des partenaires solides parce que je pense que c'est important d'avoir une belle synergie avec tes partenaires et tes fournisseurs. Puis ça, c'est un de nos objectifs qu'on a, c'est de continuer de grandir avec nos fournisseurs qui ont été là pour nous au début. Tu nous comptes ça, puis c'est incroyable, puis c'est inspirant, mais moi, j'aimerais ça que tu m'amènes où ce que le côté un peu plus difficile de tout ça, là, parce que tu n'en as pas parlé beaucoup, mais j'imagine que ça a été extrêmement difficile. C'est quoi la période la plus difficile que tu as eu à vivre dans les 7-8 dernières années? Parce que là, vous avez le vent dans les voiles, puis la commercialisation va bien, la production va bien, puis vous êtes en croissance, en expansion même. Y a-tu quelque chose qui, à un moment donné, que tu t'es levé et tu te dis, hey, là, je veux tout lâcher ou comme on n'y arrivera pas? Ou, tu sais, puis te connaissant, je pense pas que tu as voulu abandonner, mais y a-tu une période où c'était vraiment difficile ou un problème majeur que tu as eu à surmonter? Je te dirais qu'au début, là, les premières années, ça a été très, très difficile parce que, comme je te dis... 2-3 premières années, quoi? Bien, très difficile à cause des embûches externes qu'on ne contrôlait pas, tu sais. Ça a été difficile, mais on a vite
on a vite rattrapé tout ça, puis on a continué à travailler fort. Mais comment je te dirais ça? Tu sais, le fait qu'on n'avait pas les bons travailleurs, le fait qu'on engageait des gens, le lendemain, ils ne se présentaient pas, le fait qu'à un moment donné, on prenait des CV, la personne venait, on disait « Oui, tu peux-tu rentrer demain? » Ça, c'était un sentiment de... On n'avait pas le contrôle de notre affaire. C'était le zoo, là. C'était un peu le bordel. Tu ne devais pas travailler 8 heures par jour. Non, c'était comme presque jour et nuit, 7 jours sur 7. Oui, parce que le feu est pogné dans la place. Le côté sombre, c'est ça. Après ça, c'est au niveau financier, à toutes les fois que, bon, comme les derniers. Je te dirais que c'est jamais un fleuve tranquille. Mais plus on avance, plus on a d'expérience, mais il y a toujours des choses à... comme les dernières années, les taux d'intérêt qui ont augmenté, ça aussi, ça nous a touchés, puis ça touche tout le monde, l'industrie pas mal en général. Mais je te dirais que quand tu es habitué d'être un entrepreneur, puis d'avoir des embûches, on dirait que tu les oublies facilement. Tu oublies facilement les embûches et tu oublies facilement tes victoires aussi. Bien, moi, souvent, c'est comme ça. Tu dis, bon, on a réussi, bien, c'est quoi next? C'est quoi qu'on fait? Ouais. Parce que souvent. On est tous bâtis de même, on dirait. On le fait, oui, parce que, bon, on le fait parce qu'on veut réussir dans la vie, on veut avoir une certaine sécurité financière, mais le gros de l'entrepreneuriat, c'est pas ça. C'est de bâtir puis de toujours trouver de nouveaux défis. Puis je sais pas pourquoi on est comme ça. Comme moi, je dis souvent, mon petit hamster, il arrête pas de rouler. Mais au fil des ans, moi, ça fait 35, 36 ans que je suis au marché du travail puis que je suis dans des entreprises puis que je suis là à la tête puis que je fais des efforts à tous les jours, des efforts dans le sens qu'on se lève le matin, on ne sait jamais qu'est-ce qui va nous attendre. Fait que c'est pour ça que je pense que des entrepreneurs, c'est un peu des gens qui sont... peut-être pas tous les entrepreneurs, je regarde les jeunes, je pense, sont plus équilibrés que moi, je peux l'être. Certain. Mais je pense que les entrepreneurs, on est tout un petit peu... on court à toujours s'améliorer, mais toujours faire des nouvelles choses. Puis ça nous... Quand on réussit un projet, on veut toujours se surpasser, mais des fois, je me pose la question, jusqu'où il faut faire ça? Comment on peut le faire, puis continuer de le faire à long terme? Bien, moi, je pense qu'en s'entourant de bonnes personnes, puis de déléguer davantage. Puis moi, ça a peut-être été un de mes petits travers, là, de peut-être pas déléguer assez. Mais aujourd'hui... Mais en même temps, comment tu me l'as expliqué tantôt, comment tu l'as bâti, tu es allé chercher les meilleurs dès le début. C'est ça. Puis ça venait de ton expérience des années précédentes, puis tu as compris que c'est important, l'équipe. Puis avec mon associé, bien, on se complétait bien, on vient des domaines différents. Fait que ça nous permettait aussi d'avoir différents points de vue, d'avoir des bonnes discussions, puis de dire, ben go, quand on prenait une décision, on allait de l'avant. Puis Mais ça a été vraiment, je pense, un projet qui était à quelque part dans ma tête que j'ai mijoté, parce que c'est drôle, parce que ma grand-mère, elle a toujours eu des serres l'été, puis elle, son légume préféré, c'était le concombre. Je te jure. Puis elle restait juste à côté de nous, puis à tous les jours, elle nous a... C'était inconscient. Je le sais pas, mais elle nous amenait des beaux concombres. Puis là, aujourd'hui, j'ai ma grand-mère, elle doit tellement être fière, là, que... mais c'est drôle, je te jure, là, ma grand-mère, c'était son légume. Elle nous amenait toujours 2-3 beaux concombres par jour, puis tu sais, c'était comme... Fait que je me dis, des fois, dans la vie, je pense que moi, je crois beaucoup au destin. Je pense qu'on a un destin. On a quelque chose qui est tracé. Puis c'est arrivé comme ça, tout par hasard, en faisant des discussions quand même très sommaires pour arriver rapidement à dire, regarde, oui, on y va, go, puis c'est une bonne idée, puis on fonce, on fonce. Tu sais, je pense que comme entrepreneur, tu ne peux pas tout analyser. Il y en a qui sont plus analytiques de d'autres. Bon, est-ce que c'est bon ou pas bon? Je pense que chaque côté, mais nous, on a vraiment plongé. Puis on est allé avec pas juste notre pif parce qu'on avait des chiffres, mais il reste que, tu sais, on n'avait pas... Vous aviez un bon feeling. On avait un feeling. Je pense que ce feeling était bien. Puis comme je te dis, les embûches, je pense qu'on les oublie rapidement, mais nous autres, ça a été vraiment là, la main-d'œuvre, puis tout faire comprendre aux gens, que ce soit l'immigration de partout, qu'il faut être sensible à toutes ces choses-là, à toutes les embûches qu'on peut avoir pour être capable de développer. Parce que c'est facile de dire, bon, on va développer plein d'hectares de serres au Québec, mais c'est pas facile de le faire. Puis nous, quand on a parti justement notre projet, à l'époque, il y a une serre qui venait de faire faillite.
Fait qu'on est dans notre financement. Il y a une serre au Québec qui fait faillite. Là, ça met comme tout le monde. Fait ça insécurise les gens. Fait que ça, tu sais, on avait eu un premier financement, c'était autorisé. À un moment donné, à la dernière minute, ça ne marche plus. Fait que ça, tu sais, c'est sûr qu'on a plein d'embûches. Là. On a eu plein, mais tu sais, on a réussi. Quand tu as une embûche, mais tu trouves une solution, elle est plus facile peut-être à oublier après. Tu sais. Mais je pense que c'est ça qui il y a un beau parallèle avec tous les entrepreneurs à succès. Tu sais, je te demande tes embûches, puis je sais que tu en as un paquet, mais tu y penses même pas parce que tu es juste en mode solution, puis ça fait partie de la game. Puis des fois, les gens s'accrochent à leurs problèmes ou à leur période plus difficile, mais ultimement, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du processus. C'est ça. Puis on a quand même, tu sais, sur les travailleurs étrangers, bien, tout ce qui est administratif, puis on a des mécaniciens, tout ça, c'est des gens locaux, mais on a peut-être 15-20 personnes locales qui travaillent chez nous dans les serres. Mais aussi, on a des travailleurs étrangers que maintenant, on peut dire, bien, lui, je pense qu'il a la capacité d'être mécanicien, on va le mettre mécanicien. Fait que c'est des gens, tu sais, qui évoluent aussi. Oui, puis ils veulent évoluer aussi. Tu sais, on a des superviseurs, c'est des gens du Guatemala qui sont là depuis longtemps, puis que, tu sais, ils sont capables de motiver leurs troupes. Puis aussi, on a eu beaucoup, au début, des problèmes au niveau de communication. Puis les travailleurs étrangers, ils étaient un petit peu frileux. Tu sais, ils sont toujours un petit peu sceptiques. Ils n'ont pas la même philosophie que nous. Ils travaillent, tu sais, ils ne pensent pas pareil. Tu sais, comme au début, juste les éduquer. Au début, ils arrivaient, ils achetaient des œufs, du lait, ils mettaient ça en dessous du lit. Tu sais, là-bas, eux autres, les œufs ne sont pas lavés, fait qu'ils peuvent les conserver. Fait que tout ça, leur apprendre à servir d'une cuisinière, leur apprendre à ne pas mettre des fourchettes dans le micro-ondes, tu sais, c'est des petits détails. Tu me diras, mais c'était, au début, là, c'était complètement fou parce que on essayait de leur inculquer un petit peu comment ça marchait, mais eux, dans leur pays, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien, tu sais. Fait que ça, c'est tous des petits détails, comme je te dis, on oublie. Mais puis là, aujourd'hui, bien, quand ils arrivent, on leur montre, on les suit, on inspecte les logements pour s'assurer qu'ils vont rester quand même propres, puis qu'il y a une qualité, puis tu sais, on les apprend à faire le ménage. C'est une culture totalement différente. Mais on les adore, puis c'est des gens qui sont... toujours souriants, sont de bonne humeur. Grâce à eux, tu sais, en fait, une entreprise, oui, tu as l'entrepreneur qui est là, tu as celui-là qui lead, mais c'est toute l'équipe en dessous aussi qui fait la différence. Parce que si tu n'as pas les gens qu'il te faut au niveau de ton personnel, puis que tu n'as pas les bonnes personnes, comme on l'a fait au début avec des gens de la région, puis c'est pas parce que c'était pas des bonnes personnes, écoute, les gens... Ils ne s'imaginaient pas que c'était un travail quand même rigoureux, puis c'était pas juste ramasser un concombre, c'était enlever des fleurs, tu sais, puis le concombre, c'est le légume qui le demande le plus d'attention et d'étapes il faut que tu coupes des feuilles, il faut que tu tournes les plants. Fait que tout ça a fait que ces gens-là, ils sont là, puis on a besoin d'eux, puis on a besoin d'eux au Québec. Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui ne se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner des explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. Ça, c'est clair que c'est un must si on veut développer, en tout cas au niveau des serres au Québec, puis au niveau de tout ce qui est en champ, où on a besoin de ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont été élevés de façon... Ils ne sont pas gâtés. Ils veulent gagner des sous, puis quand ils viennent chez nous... C'est des gens avec des bonnes valeurs en général. C'est ça, des bonnes valeurs. De partage familial. C'est ça. Ils n'ont pas la même culture que nous et tout ça, puis c'est eux qui vont nous aider à continuer à évoluer et à avoir des belles entreprises au Québec qui vont pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Oui. Quand tu regardes ton parcours, Caroline, tu regardes tu fais quoi, 30 d'années, tu as 36 ans. 36 ans. Tu regardes ta vie, qu'est-ce qui te rend le plus fier?
Ben, ce qui me rend le plus fière, c'est que j'ai réussi, en fait, à avoir aussi, à bâtir une famille parce que j'ai eu 2 enfants, 2 filles, qui sont extraordinaires. Tu sais, j'ai des bonnes filles. À leur tour, ils ont des enfants et, tu sais, ils sont quand même, appris aussi d'une bonne façon aussi parce que mon père, c'est un travaillant, on manquait de rien chez nous, mais tu sais, c'était comme, tu sais, on travaille, on fait, tu sais, On on n'est mérite ce pas, qu'on on n'a pas gagne. la cuillère d'argent tout de suite dans la bouche. Puis d'avoir réussi aussi à avoir justement une famille au travers de tout ça. Ouais. Puis même si j'étais pas toujours présente là à tous les soirs ou tout ça, ben j'ai réussi quand même à bâtir des belles entreprises. Puis je pense que ce que je suis le plus fière, c'est que malgré toutes les embûches qu'on a eues, j'ai toujours eu, tu sais, dans certaines choses, j'avais de la résilience, puis j'ai toujours eu, euh, pas le courage, mais j'ai eu la chance d'avoir le guts de me battre, puis de foncer, puis les gens autour me disent: «Mais comment tu fais pour faire tout ça?» Parce que, tu sais, je gère différentes entreprises. Puis je me dis: «Bien, je pense que j'ai eu la chance d'avoir un ADN qui venait de mon père, puis qui m'a permis de continuer de bâtir des choses que lui a bâties à l'époque. Puis je pense que c'est un peu ça, la transmission de génération en génération, puis de voir dans le fond que je pense qu'on vient avec un, un ADN qui est là, puis tu peux le développer plus ou moins. Puis moi, ben ça a été un peu ça ma vie, puis je pense que j'ai répété quand même le pattern de mon père de travailler, puis mais en mettant un petit peu, en se dosant un petit peu plus, de dire oui, le travail, là, je pense que je suis arrivée à une étape de ma vie où, tu sais, j'ai travaillé fort, puis là, il faut que j'apprenne à- en le fond, à prendre plus de temps pour moi, puis à rencontrer des gens intéressants, puis tu sais, de sortir un petit peu de ce bulle-là, puis de faire confiance aux gens qui sont en arrière, puis qu'eux aussi peuvent faire une continuité, puis être capables d'amener ça encore plus loin, puis tu sais, avec des bonnes équipes, c'est sûr qu'il y a des, tu sais, il y a des choses, si tu regardes le détail, pour moi, c'est moins gratifiant actuellement parce que le commerce de détail, c'est rendu un commerce en ligne, c'est rendu Ouais. presque mondial. Tandis qu'au niveau des serres, ben, au niveau de la sériculture, ben, tu sais, tu vas combler un besoin qui n'est pas là, un besoin qui est là, mais un produit qui n'est pas là, comme on a fait avec les concombres. Puis ça, c'est valorisant parce que ça montre qu'on est capable, avec bien entouré, de développer beaucoup de choses. Mais c'est sûr que le projet des serres, pour moi, c'est le projet d'une vie. Ben, mais C'est vraiment ce que je retiens. fait qu'à part de ta famille, de tes 2 filles, C'est ça. Puis mon ce projet-là, entourage, mes c'est... sœurs, ma mère, mon père. Mon père nous a quittés l'année passée, mais tu sais, je veux dire, il avait 85 ans, puis pour lui, le travail, c'était encore important. Puis, mais je pense qu'il était très fier de Tu voir devais aussi être fier de ce toi, qu'on a ben oui. réalisé au niveau des serres. Il nous disait tout le temps, à moi et à mon partenaire: «Écoute, je comprends pas comment vous avez fait pour tout réaliser ça», mais lui, il oublie peut-être qu'à l'âge de 35, 36 ans, ou quand il était plus jeune, il était très fonceur aussi, puis il avait peut-être oublié aussi tout ce que lui avait réussi à faire. Mais je pense que, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est évolutif, la vie. On fait des projets, on passe à un autre, on a le goût de faire d'autres choses qui se rattachent justement à nos projets. Tu sais, comme au niveau des serres, ben, on développe de plus en plus la technologie. Là, on amène ça dans nos magasins. Comme je te parlais, on fait des choses pour se différencier des autres. Fait que je pense que l'objectif, c'est d'avoir une entreprise, d'avoir, dans le fond, un bon plan, puis de faire les choses à ta façon, comme tu y crois, avec les valeurs que tu as. Puis je pense que quand tu fais ça, oui, il y a des embûches, mais tu trouves toujours... Je pense qu'il y a toujours une solution à un problème. Puis il faut le voir d'une façon, des fois, détachée, parce que des fois, ça peut être... Il y a peut-être des émotions là-dedans aussi qui peuvent se Ouais. vivre. Puis peut-être qu'au niveau d'une femme, peut-être qu'on est plus émotif qu'un homme, je ne le sais pas. Mais moi, c'est sûr que, bon, peut-être que des fois, tu prends des décisions qui sont peut-être plus émotives, mais je pense qu'avec un bon flair, puis avec un bon ADN d'entrepreneur, puis une bonne tête, on est Moi, toujours ce que je sais, capable. en tout cas, c'est que l'instinct d'une femme, c'est difficile à battre. Bien, Il y a souvent la femme a un ressenti que la plupart des hommes ont moins. Et vous allez sentir des personnes ou justement c'est ça. une intuition, puis de gérer avec cette intuition-là, puis de prendre des décisions en fonction
de son ressenti, c'est puissant. Je pense que c'est ça aussi, des fois, qui fait que quand tu as une équipe, ben, tu sais, que tu es une femme, tu travailles avec des hommes, ben, tu apportes quelque chose de différent, puis des fois, tu leur fais réaliser des choses peut-être qu'ils ne réaliseraient pas, ce serait juste d'un groupe. Mais de plus en plus, des femmes, il y en a d'impliquées, qui est parfait. Ben oui. Mais il y a encore des domaines traditionnels où les femmes sont moins là. Mais, tu sais, aujourd'hui... Mais c'est grâce avec des personnes comme toi que ça change les choses, puis que ça prouve que c'est pas une question de sexe. C'est une question, je pense, de mindset, de volonté, de passion. J'entends beaucoup de résilience, j'entends beaucoup d'attitudes positives, j'entends beaucoup d'une grande vision, puis c'est beau, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, on est né, on a un chemin, puis on essaie de donner le mieux qu'on peut, puis c'est le fun parce que quand tu rencontres aussi des nouvelles personnes, ils t'amènent des nouvelles idées, puis de sortir de ton quotidien. Moi, c'est un peu ça, là, tu sais. Le fait que quand on a fait le projet des serres, c'est que ça me sortait aussi d'une routine que j'avais depuis 25 ans. J'appelle ça une routine parce que, bon, à un moment donné, tu sais, quand tu es dans une région éloignée, dans le commerce de détail, j'aurais pas pu développer à Québec puis Montréal avec mes commerces de détail. Tandis qu'au niveau des serres, bien, là, c'est moi, je prends le produit puis je l'envoie ailleurs. Ça t'offre des possibilités incroyables. Ouais. On tourne cette belle entrevue-là dans une grotte en Turquie, à Cappadocia. Dernier jour de la semaine. C'était ta première retraite parmi nous en tant que membre du club privé. Comment tu as trouvé ça en quelques mots, quelques phrases? Comment tu as aimé ta première expérience avec ça? J'ai adoré, en fait. C'est que moi, je voulais un petit peu me sortir de mon train-train quotidien, connaître des nouvelles personnes, apprendre des choses nouvelles. Parce que quand tu fais un projet comme les serres, ça a quand même été très, très intense. Puis à un moment donné, tu t'oublies, tu es dans ta bulle. Fait que c'est un peu pour ça que quand on s'est parlé, j'ai dit, j'ai le goût de connaître d'autres choses, apprendre de gens... D'autres industries. Puis aussi faire des connaissances, puis sortir un petit peu de mon milieu, là, parce que quand tu fais un projet comme ça, tu gravites pas mal toujours autour du même monde, là, le monde... tu fais des super belles rencontres, tu rencontres des gens qui ont fait des belles choses au niveau des bannières d'épicerie, tu apprends, tu es dans les fruits et légumes, tu vas dans un congrès, tout ça. Mais là, j'avais le goût de comme prendre une pause, puis de dire, écoute, connaître d'autres choses, puis rendre dans le fond le travail agréable, puis d'avoir des bons moments avec des gens qui nous apprennent plein de choses. Puis déjà, je pars avec des idées que je ne pensais pas avoir en venant ici. Fait que, des fois, c'est juste une petite chose qui peut t'allumer puis te dire « Ah ouais, eux autres font ça comme ça, c'est une bonne idée. Ouais. » Puis là, tu crées des liens, puis tu es capable aussi de décrocher du travail pendant une journée ou deux pour dire « Regarde, là, on a du plaisir comme on a eu hier, c'était exceptionnel. Puis qu'on a eu ce matin avec les montgolfières, c'était écoute, c'était extraordinaire. Puis, ensemble, en plus, comme tu le dis toi-même, vaincre nos peurs. Hein, je pense qu'un matin, tu étais vraiment fébrile puis tu étais vraiment nerveux. Mais regarde, tout se surmonte. Puis, c'est la même affaire avec moi, la peur des hauteurs que j'ai. Puis en affaires, des fois, on a des choses qui nous semblent impossibles ou que ils nous font un peu freaker out, mais moi, c'est un signe que c'est là qu'il faut aller. Quand on a peur puis que notre objectif, des fois, semble un peu trop grand, de dire, regarde, je vais y aller puis je vais grandir. Il faut se lever à un autre je suis bien content de l'avoir fait. Oui, puis on est tous fiers de toi parce que c'était vraiment... Puis c'était tellement... une attitude de whatever it takes. Si j'ai un objectif, c'est là que je vais. J'y vais, peu importe. C'était vraiment, c'était zen, c'était doux, c'était vraiment... C'était magique. En fait, je pense que c'était de la magie. Puis, tu sais, quand on regardait les photos... Juste avec des gens de notre gang. On était 16 dans ce panier-là, je pense. C'est ça, 16 ou 18. Mais tu sais, c'était vraiment... Puis, quand on regardait les photos, tu sais, avant de venir, tu regardes, puis tu te dis, mais c'était vraiment quelque chose... Ça, c'est vraiment une expérience magique au niveau visuel, puis au niveau de se sentir libre, là. Cette liberté-là a fait du bien. Ça nous a permis de prendre un bon respire. On voyait le berger avec ses moutons de haut. Puis on voit comment les gens ne vivent pas richement aussi. Pardon? On voit comment les gens vivent pas nécessairement très richement dans des grottes comme ça. Puis de les voir aller tout ensemble, puis de travailler justement. Ils vivent de ça, du tourisme, tout ça, mais c'est vraiment beau. Puis tout ce qu'on a vu comme paysage, tout c'est inspirant, puis ça te permet de dire, tabarouette, hein? Il y a vraiment des gens qui n'ont pas les opportunités qu'on a. Puis nous, on a plein de richesses, puis on vient qu'au quotidien, on l'oublie. Fait que faire aussi une retraite comme ça, puis de dire, on va voir d'autres choses,
ça nous aussi ça nous fait un beau reset. Hein? Ouais, ça nous sensibilise à dire des fois notre quotidien est comme on le trouve un peu, tu sais, pas monotone, mais tu sais, on vient un petit peu qu'on développe des automatismes. Puis quand on vient dans des places comme ça, on dit les gens, ils ont des vies simples, mais ils ont quand même l'air très heureux. Puis on ne peut pas tout être des entrepreneurs, mais je pense qu'à notre façon, on amène quelque chose aux gens avec qui on est. Puis il faut profiter de ces moments-là, je pense. Puis moi, dans mon futur, je pense que tu en as profité pas mal cette semaine. Je vais de plus en plus en profiter. Bien, certainement. Bien, merci beaucoup. Je pense que tu as tellement apporté, puis on aurait pu, je pense, continuer pendant des heures, mais ton histoire est incroyable et je pense avoir inspiré plusieurs. Fait que merci beaucoup, ma chère, d'avoir accepté l'invitation. J'espère que vous avez aimé aussi cette belle discussion avec Caroline Fradet des Serres Tundra et de plusieurs autres entreprises. Et si vous avez apprécié, bien, n'hésitez pas à l'envoyer à des amis, à d'autres entrepreneurs. Ça peut aider. C'est ça notre mission avec le podcast, aider puis inspirer les entrepreneurs à bâtir des entreprises d'impact dans la société en ayant des leaders comme Caroline qui viennent nous partager leur parcours avec leurs hauts et leurs bas. Alors sur ce, on se voit dans un autre épisode du côté sombre des affaires.